Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus chez Karim ce soir. On est extrêmement heureux d'accueillir Claire Percac et Ismaël Jude, qui sont donc nos 55e libraires d'un soir. C'est presque rond, Presque, demi-rond. presque un chiffre rond, et qui vont donc nous parler de 8 livres Ouais, qu'ils ont choisis Selon aucun critère. pas aucun quand même. une méthode ou une absence de méthode qui vont peut-être nous expliquer ce soir. Donc c'est à vous. Eh ben, c'est vrai qu'on les a choisis en fonction des choses, enfin je parle surtout pour moi, hein, parce que même si on vit ensemble, c'est pas un secret, parce que la moitié des 90% des gens nous connaissent. On s'est pas vraiment concerté sur le choix de tel et tel ouvrage, si ce n'est les deux qu'on va présenter en commun. Donc c'était plutôt des choses qui correspondent à notre état d'esprit du moment, y compris aux choses qu'on est en train d'écrire ou qu'on projette d'écrire. Plus que des échos, pour répondre à la question de Chloé, plus que des échos avec ce qu'on a déjà écrit, c'est plutôt des matériaux ou des choses dans lesquelles on va plus ou moins chercher des choses qui sont en écho avec ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si tu veux compléter. Et il n'y avait pas de thématique précise, mais on en parlait tout à l'heure dans l'autolib en arrivant, et puis on en avait déjà parlé un peu. Il y a une thématique qui ressort comme ça après coup, et je propose de dévoiler la thématique plutôt vers la fin, pour voir Si on a suivi. Si à vous la avez fin. trouvé. à la fin, voilà, si vous y voyez quelque chose. Il y en a peut-être plusieurs des thématiques, mais ça tient certainement à nos personnalités. Mais ce qui est marrant, c'est que les thématiques, la thématique qui ressort est commune. Alors qu'on Ah n'écrit non, pas du ouais. tout la même Non. chose. Enfin, a les priori. A priori. Moi, je dirais au niveau des choix, c'est plutôt. Je dirais qu'il y a un livre qui est fondateur et que j'ai lu Ouais. plusieurs fois et sur lequel j'ai longtemps travaillé parce que j'avais fait un mémoire dessus de recherche. Donc, je dirais que celui-là, j'y reviens toujours. Et pour les autres, mon explication, ce serait plutôt que ça va faire 1 an et demi, 2 ans que j'ai beaucoup de mal euh, à lire, ou plutôt à choisir les livres que je lis, et que j'en commence beaucoup et que je les laisse tomber. Et donc, la thématique s'est un peu faite elle-même. Donc, j'ai choisi les livres que j'avais lus en entier, mais parfois plusieurs fois. Et donc, ça s'est imposé de cette façon-là, tout simplement. Et parmi les livres qu'a choisi Ismaël, certains sont sur ma table de nuit en attente, mais j'arriverai certainement bientôt à les lire. Il y a deux choses. Il y a les circonstances qui sont les tiennes, enfin, mais en fait, c'est le cas pour tout le monde. Oui, il y a des pour les périodes auteurs, où on a envie de lire telle ou peut-être telle chose et pas ouais, d'autre. pour tout lecteur, je pense, il y a un moment où on va se tourner vers tel livre ou revenir à tel bouquin qui est fondateur, comme tu disais. Et pour la pratique d'écriture, c'est vrai ce sont des affinités avec tel et tel type de texte. Alors parfois on les découvre. C'est le cas pour moi de Walzer, que je découvre un peu sur le tard, hein, mais, que j'avais pas lu jusqu'à présent et avec lequel je me sens une affinité. On va pas parler de lui en premier, mais j'anticipe. Une affinité immense sur les thématiques. J'expliquerai pourquoi. En fait, on va avoir l'intuition qu'il faut aller chercher dans tel et tel bouquin, pas forcément pour faire la même chose, mais parce que on a une intuition qui nous guide vers ça, ou de revenir. Bon, alors c'est Beckett en fait dont parlait Claire, qui est fondamental pour elle et d'une certaine façon assez important pour moi aussi. Voilà, donc on se retourne vers des ouvrages. Bon, c'est pas très original de dire ça. Je pense que c'est le cas de tous les lecteurs. Mais quand on écrit, en fait, il y a des choses qu'on peut pas lire, vraiment, et c'est un peu le cas aussi pour tout un chacun. Il y a des choses, c'est pas le moment, j'ai pas envie de lire ça,
mais ça ne préjuge rien de la qualité de l'ouvrage. En fait, à un autre moment, on va être complètement en phase avec ce livre-là. Donc c'est une photographie d'un moment, et ça sera pas inintéressant de s'interroger sur la thématique qu'on a trouvé malgré nous. Il y a un bouquin qui est un peu en dehors de la thématique, mais sinon ils sont assez bien inscrits dedans. C'est-à-dire ça correspond peut-être non seulement à un portrait commun de deux écrivains, mais peut-être aussi un portrait de gens qui partagent l'état d'un moment avec d'autres aussi. Bon, on va voir. Alors le premier dont on avait envie de parler, c'est un livre de Bertrand Belin qui s'appelle Requin. Donc Bertrand Belin, d'abord, on l'écoutait. Ouais. Beaucoup, c'est un chanteur. Ouais. Voilà. Donc on l'écoute. Voilà. Il y a d'abord ça, mais c'est pas pour ça qu'on parle du livre. Non, mais c'est pour ça qu'on a lu son livre. Parce qu'on aimait beaucoup. Enfin, moi, je me souviens que je l'ai écouté. Et ce qui m'avait frappé, c'est que quand mon livre Histoire naturelle de l'oubli est sorti, il y a une phrase qui revient dans certaines de ses chansons, qui revenait aussi dans le livre, qui était La route s'arrête soudain. Et plusieurs thématiques autour de la nature avec des chansons qui, en fait, allaient très bien avec le livre, ce que j'ignorais. Et il a sorti un livre à peu près en même temps que moi. Et donc, on l'a lu, et enfin pour moi, quand j'ai lu ce livre, en fait, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas lu un roman contemporain que j'aimais à ce point. Et alors, justement en préparant cette soirée, je me suis aussi rendu compte des raisons pour lesquelles il me plaisait à ce point. Et il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de Beckett. Dans la répétition, dans cette façon auquel, enfin on va vous raconter l'histoire, mais c'est quand même un personnage qui va vers le dénuement le plus total, vers la mort, et qui a à la fois un humour qui est quand même assez surprenant. Et il y a beaucoup de choses dans l'écriture, et ça je m'en suis rendu compte en préparant la soirée, qu'on peut comparer dans la démarche, dans la méthode d'écriture. Toi tu l'as lu, tu l'as beaucoup aimé aussi. C'est bien qu'après on a conseillé à tous nos amis lecteurs. De lire Requin. Et donc au départ, Requin, il a commencé à l'écrire parce qu'il avait écrit une fiction radiophonique qui s'appelait Cachalot. Et bon, les textes de chansons sont très écrits, à la fois très abstraits. Donc on peut comprendre parfois ce qu'on a envie d'écouter, mais c'est très poétique. Il lit beaucoup de poésie et ça se sent. Et, enfin, moi je trouve que pour un premier roman, j'étais extrêmement impressionnée par la maîtrise, la qualité d'écriture. Tu vas raconter l'histoire. Depuis, il en a écrit un deuxième. Donc il a écrit deux romans. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est une chanson, alors je vais peut-être pas retrouver le titre, je sais pas si je l'ai noté dans mes notes, mais c'est une chanson qui dit la dernière fois qu'on nage, on ne le sait pas. Et en fait, le roman, c'est assez intéressant comme processus. Moi, j'avais des gros doutes sur le fait d'aimer un chanteur et d'aimer la façon dont il écrit des chansons, et après de me dire qu'est-ce que ça va être le roman. Souvent, c'est un peu casse-gueule et c'est pas aussi bon. Et en fait, il arrive à faire dans le roman ce qu'il sait faire dans la chanson. Donc la dernière fois qu'on nage, et Requin, ça raconte l'histoire d'un narrateur qui est en train de se noyer. Donc il est en train de se noyer. Dans un lac artificiel. Voilà. Ce qui rend quand même des choses assez comiques. Dans la contre-réserve de Grosbois. Et c'est vrai que se noyer dans un lac artificiel, ça dit beaucoup sur la médiocrité, ou peut-être pas la médiocrité, parce que ça a l'air, mais en tout cas le caractère dérisoire en fait de la chose. Il est en train de se noyer dans ce qu'il y a de plus artificiel, le contre-réservoir de Grosbois. Et en même temps qu'il se noie, il fait une récapitulation de sa vie ordinaire, la vie de n'importe qui. C'est vraiment il a aucun
aucun héroïsme, aucun fait d'armes, c'est vraiment un type ordinaire. Les deux trucs un peu borderline qu'il ait fait, c'est voler des méros, ou des méros, c'est-à-dire des statues de mérovingiens. Il a volé des statues de mérovingiens. Et la deuxième chose, elle m'échappe. Et j'avais noté qu'il avait fait deux choses un petit peu Pour comme ça. montrer quand il tue des signes. Oui, il a tué les cygnes. Un jour, il est parti parce qu'un type, il avait un copain, plus ou moins, enfin, une connaissance à lui, l'avait invité, et puis, en fait, il s'est fait exclure de l'appartement où il devait aller avec le type parce qu'il couchait avec une nénette, et du coup, il se retrouve dans un parc tout seul, il a faim, et donc il entreprend de tuer un cygne. Et donc voilà, c'est quand même des choses un peu extraordinaires, mais le reste, c'est une vie totalement ordinaire. Mais c'est ça qui est très Donc fort. c'est écrit, ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais il y a vraiment beaucoup d'humour dans ce texte. Et dans l'écriture et dans la répétition, et dans les scènes, dans la façon de raconter ces scènes, notamment quand donc là il raconte qu'il est en train de se noyer, que c'est complètement dérisoire et c'est complètement nul en fait comme mort, alors que sur la plage il y a sa femme et son fils et personne ne le voit, et juste il a eu une crampe, une malheureuse crampe, et il revient sur des événements de sa vie parfois complètement, enfin par exemple un jour il a repéré des bouteilles de lait dans le port, et donc il plonge pour tout ça pour récupérer 11 litres de lait. Et il a déjà failli se noyer à ce moment-là, mais c'était un enfant à l'époque. Mais en fait, chaque scène, effectivement, pourrait sembler dérisoire, mais dans son écriture, ce n'est jamais le cas. Et enfin, on l'a vu faire une lecture de ce livre, qui était une lecture en musique, et c'était assez impressionnant. Le festival hors limite, hors limite, ouais. voilà. Qui est, dans des bibliothèques Les gens riaient beaucoup. du 9-3. Ouais. Bah oui, c'est très drôle parce que donc c'est une sorte de vanité, c'est-à-dire de dire que la vie n'est pas grand-chose et qu'on va tous mourir. C'est vraiment et en fait ce qui est très drôle, c'est l'alternance de la situation qui est que c'est un type qui se noie, donc qui est quand même qui est censé être dans une situation d'urgence, mais de la façon dont il raconte ça, c'est qu'il prend tout son temps pour faire de longues digressions sur la vie et la mort, un peu et moi ce que j'ai trouvé très comique, c'est l'alliance de phrases où ça commence comme du Descartes ou du Pascal, et ça finit sur un élément très dérisoire, comme le lino gris, une île blanche sur un océan de lino gris, j'ai noté, mais il y en a des tonnes des choses comme ça. Donc je le redis, comme une île blanche sur un océan de lino gris. Et là, enfin, dans ce genre de construction, dans ce genre de phrase, on comprend bien, il fait la jonction entre des éléments dérisoires de notre vie quotidienne, en fait, et le fait qu'on va tous mourir, qui suscite des réflexions comme ça, des prises de conscience de la vanité de toute chose, qui sont confrontées à des éléments très ordinaires. Peut-être on lit un passage et on en dit deux mots. Ouais. Alors, après avoir entendu Bertrand Belin lire ses propres textes, c'est un peu difficile de les lire parce qu'il a une diction géniale, en fait. Ouais. Il pourrait être en plus le chanteur et romancier, acteur. Aujourd'hui, je me noie. Il ne s'agit pas d'une allégorie. Je me noie dans l'eau verte d'un lac artificiel situé dans les environs de Dijon. Précisément, je me noie dans le contre-réservoir de Grosbois. Le récit exact de ce qu'auront été les 15 derniers jours de ma vie n'apporterait aucun éclairage sur les circonstances de ma noyade. Je suis entré volontairement dans l'eau, je sais assez bien nager et ne suis sous l'empire de rien du tout, d'aucun état de quoi que ce soit. Il s'agit d'une crampe, une violente crampe à l'arrière de la cuisse. Aucun enchaînement fatidique derrière tout ça. Comme chaque fois, une série d'événements hétéroclites ne laissant pas davantage une impression de chaos que d'harmonie a rempli les 2 dernières semaines de mon existence. Nul signe d'une quelconque destinée inscrit dans ces 2 semaines. Pas plus de causalité que d'ordinaire.
La même suite d'activités aurait tout aussi bien pu me conduire à tondre une pelouse, renverser un smoothie ou me faire mordre par un âne. Je me demande s'il n'aurait pas mieux valu que je périsse durant cet été 1986 dans le port de Dieppe, cette fameuse nuit où j'ai pêché du lait, plutôt que de venir jusqu'au contre-réservoir de Grosbois me garnir les poumons d'eau douce. Toutes ces années, je les ai passées à me tenir à distance de la vie. Sans doute ai-je voulu inspirer la pitié. Comme un chien errant emboîte le pas d'un passant au hasard et tâche de se faire passer pour son chien. Tout comme un chien fait semblant d'avoir un maître. J'ai faim d'avoir une vie, et cela a été ma vie. C'est ce que j'ai pu faire, je n'ai rien pu faire d'autre. J'ai tant redouté de mourir et si souvent fait le compte des jours perdus dilapidés dans l'appréhension, où cela n'advenait pas, que, devant cette dépense folle, j'ai souhaité que cela vienne plus vite. Donc ça c'est un passage vers la fin, mais qui donne un peu voilà. Si vous aimez ce passage, tout le roman est sur cet état d'esprit, ce comique en fait, voilà, de la vanité. Moi j'aime beaucoup la façon dont il, parce que souvent un roman c'est un enchaînement logique. Enfin, on pourrait imaginer que c'est un enchaînement logique de faits qui conduisent à quelque chose. Et lui, il démonte ça, il passe son temps à écrire, justement, qu'il n'y a aucune causalité. Enfin, il y a une causalité, mais c'est dérisoire. Il meurt d'une crampe. Et comme il le dit là dans le passage que je viens de vous lire, il aurait pu faire autre chose. Et c'est vraiment de l'ordre de la figure de la vanité, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on est tous mortels. Mais sur l'angle vraiment du comique. Et il n'y a pas de causalité, en fait. Ou alors, c'est un déterminisme sans fin, sans grandiloquence, quoi. Bon, il y aurait plein d'autres choses à vous lire. Moi, j'aime bien dans le passage que je vous ai lu aussi, le fait qu'il dit, parce que peut-être on va y revenir sur d'autres bouquins, feindre d'avoir une vie, mais c'est ça, avoir une vie. En fait, il y a cette idée-là aussi, c'est que j'ai faim d'avoir une vie, mais c'est cela qui a été ma vie. Et quand il y a ce genre de phrase où on entend, on rit, en même temps on comprend que c'est ordinaire, mais parce que ça atteint chacun d'entre nous, en fait. On ne fait rien d'autre que de feindre d'avoir une vie, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on se noie dans un lac artificiel. Le monde est complètement artificiel, on sait que c'est un écho quand même avec aujourd'hui, tout est artificiel, et pour se baigner dans un lac, il faut d'abord qu'il ait été créé par d'autres gens que nous. Et voilà, c'est aussi dérisoire que ça. Mourir dans un monde moderne. C'est assez rigolo en fait. Un axe et le titre. Le titre, c'est Requin. Alors ça intervient. Il y a une. C'est vraiment une filigrane. Quelque chose à en dire ou pas? Requin. Je sais pas si j'ai noté où ça intervient. C'est vraiment. Tu te souviens? C'est juste une référence au requin. Alors je te la retrouve. C'est une chanson. C'est une de ses chansons. Ah d'accord. Aussi. Mais le mot requin arrive une seule fois dans le livre. C'est assez marrant comme on le guette en fait. On se dit pourquoi ça s'appelle requin. Et là je le retrouve pas, mais le mot requin vient une seule fois. Et en fait, on est plutôt dans un univers voilà, on vous a parlé du lac artificiel, et il y a une vie très banale avec une femme et un enfant, enfin voilà. Et il est en train de mourir, c'est ça. Voilà, donc je veux dire autre chose que... Non, passe au suivant. Là, on voit bien le lien. C'est Crâne. C'est un livre de Patrick Declercq. Alors, Patrick Declercq est un psychanalyste et ethnologue né à Bruxelles en 53. Qui a beaucoup travaillé sur les sans domicile fixe, qui les a longtemps suivis. Il a travaillé aussi avec des urgentistes justement pour les observer, écrire avec eux, écrire sur eux. C'était au départ l'objet de ses premiers livres. Et un jour,
Patrick Declercq, en sortant d'une conférence, donc ça il ne le raconte pas dans le livre, mais je lui ai parlé, donc je le sais. En sortant d'une conférence, il ne se sent pas bien, et il a une sorte de pressentiment, et il va à l'hôpital faire un scanner, et on lui découvre un gliome, qui est une tumeur au cerveau non cancéreuse, mais qui est une tumeur au cerveau qu'on peut opérer, mais on ne peut pas tout enlever, à moins d'enlever le cerveau, ce qui est quand même un problème. Et donc, à ce moment-là, cette tumeur est sans aucun symptôme. Donc, mais on lui dit qu'elle va forcément grandir et se développer puisqu'on ne peut pas l'enlever. Donc, il a écrit 2 livres sur ce sujet. Et c'est à ce moment-là qu'il se rapproche vraiment de la philosophie, qu'il lit de plus en plus de philosophie. Et qu'il explique que, en fait, il sait qu'il finira par mourir de cette maladie, parce que forcément, elle se cancérise avec le temps. Donc, son but, c'est d'écrire le plus possible pour essayer de continuer à garder son langage, les symptômes étant la perte de mémoire, la perte de langage, la perte de la vision. Donc, il essaie de gagner du temps le plus possible et surtout de lire le plus possible de la philosophie en se disant que, comme plus rien n'a de sens pour lui, de fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que à partir du moment où on lui avait annoncé que de toute façon il mourrait de cette maladie et qu'on lui donnait au départ une espérance de vie qui était de 6 mois et en fait ça fait 10 ans maintenant. Donc lui, il s'est dit, pour moi il y a un vrai divorce avec le rapport à l'existence, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus, donc je suis dans une totale liberté, donc je peux écrire ce que je veux et en même temps plus rien n'a de sens et je vais mourir. Donc il était aussi professeur, il se consacre à l'écriture et vient le moment où il faut qu'il soit opéré pour gagner du temps sur cette maladie. Et donc l'opération, c'est ce qu'il raconte dans ce livre, Crâne, qui est aussi un livre drôle parce que quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui se balade dans les couloirs de l'hôpital avec un t-shirt des Sopranos, avec les stripteaseuses du Badabing, et forcément, tout le monde se moque de lui. Oui, c'est dans le roman. Et lui demande d'enlever ce t-shirt parce qu'en fait, il faudrait qu'il porte une blouse complètement aseptisée, qu'il se lave à la bétadine. Et bon, lui, il a pas du tout envie parce que il pense qu'il ne va pas, en fait, se réveiller de cette opération. Donc, il veut faire ce qu'il veut. Et le récit commence par cette dernière nuit, qui en fait n'est pas sa dernière nuit, mais où lui, donc il se dit je ne vais pas dormir. Si c'est ma dernière nuit, je ne vais pas dormir, je vais le vivre comme une aventure. Alors, cette aventure, elle est composée de choses dérisoires. Par exemple, il essaie de compter en kilos le poids de ses conquêtes féminines, il pense à son chien, mais aussi il envoie un texto à sa mère pour lui dire au revoir. Et puis il lit Joyce, il relit Schopenhauer et il relit beaucoup Shakespeare. Alors ce qu'il raconte, alors ce n'est pas écrit à la première personne, c'est écrit à la troisième personne, mais c'est une fausse fiction, c'est-à-dire qu'il a créé un personnage qui est un narrateur, mais qui est une sorte de double autobiographique de lui-même, mais qui lui permet une plus grande liberté, un plus grand recul face à cette expérience. Donc il écrit à la troisième personne. Après, bon, il se moque un petit peu des infirmières. Enfin, tout ce passage est assez drôle, alors que c'est quand même une nuit extrêmement longue jusqu'à l'opération. Et avant cette opération, il a eu toute une préparation. Parce qu'il y a un moment dans l'opération qui dure 8 heures. Donc quand même, on vous ouvre le crâne et on va vous enlever des bouts de cerveau parce que c'est quand même le seul moyen de le faire. Et ça, il explique sans jamais entrer vraiment. C'est pas du tout un livre médical. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le point de vue du chirurgien. Donc, il n'explique pas comment ça se passe. Il explique juste lui ce qu'on lui a appris à faire avant, c'est-à-dire des exercices de calcul, des exercices de mémoire. Surtout, on lui a demandé combien de langues il parlait et quelle langue il voulait garder, parce qu'on ne pourrait pas garder toutes ces langues dans l'opération. Le but étant d'enlever le plus possible de masse tumorale. Alors on lui dit le français parce que j'écris en français et l'anglais parce que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai été élevée là-bas, donc voilà. Bon, l'allemand, tant pis.
Et dans les exercices, il y a aussi des maths, et puis surtout, il y a un exercice de mémoire et on doit réciter un texte qu'on a appris par cœur. Donc il lit le texte, et il trouve que ce texte n'a aucun intérêt, lui qui écrit des livres, donc il dit non, non, mais moi je veux réciter du Shakespeare, donc je réciterai du Macbeth. Donc le professeur dit avec plaisir, pour savoir qu'il est opéré, il a la chance d'être opéré par un des plus grands professeurs au monde dans ce domaine, qui a imposé en France cette opération éveillée, et qui a prouvé la plasticité du cerveau. C'est-à-dire que après cette opération, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus écrire, vous êtes censé réapprendre les choses et le cerveau se reconstitue. C'est la plasticité cérébrale. Et chez Patrick Declercq, qui maîtrise très bien le langage, etc., et il le raconte après, il essaie d'écrire des choses, mais en fait, ça ne veut rien dire. Il ne s'en rend pas compte, mais ça ne veut rien dire. C'est après en voyant les feuilles qu'il a écrites que ça ne veut rien dire. Et puis un jour, il se retrouve en voiture et il entend une chanson à la radio. Et il arrive à chanter. Et dans une langue qu'il n'avait pas choisie. Donc il se rend compte que finalement, plus de langues ont pu être sauvées. Et il suit évidemment des cours de rééducation pour réapprendre à parler. Et bon, le fait de maîtriser déjà la langue, sûrement, enfin, c'est ce que disent les médecins, l'a beaucoup aidé. Mais donc au départ, au sortir de cette opération, voilà, il est muet, et la plasticité du cerveau fait que petit à petit, les choses se recomposent dans le cerveau d'elles-mêmes autour d'un vide qui a été créé. C'est quand même assez incroyable. Et que le professeur qui l'a opéré, c'est un des premiers à avoir imposé ça en France, alors que tout le monde disait que c'était pas possible puisque les zones étaient faites dans le cerveau d'une telle manière que si on enlevait un morceau, c'est pas possible de récupérer. Et donc ça c'est complètement faux. Donc il a la chance d'être opéré par cette personne qui n'est pas si qui elle-même a écrit un livre mais très médical et qui apparaît en filigrane comme quelqu'un de très humain et d'assez drôle et en même temps de pas très important, alors qu'en fait il lui fait quand même gagner des années de vie à ce moment-là. Donc il raconte, en fait la seule chose qu'il peut raconter sur cette opération, c'est les 2h30 où lui était éveillé. De fait, on peut pas rester éveillé beaucoup plus longtemps avec le crâne ouvert. Donc il raconte ça, il récite son Macbeth, ce qui impressionne beaucoup tout le monde dans la salle apparemment. Donc le crâne, c'est le sien, mais c'est aussi celui qui apparaît dans Hamlet. Quand Yorick trouve, quand Hamlet donne à Yorick un crâne qu'il trouve dans un cimetière, c'est quand même le fond du livre pour lui, c'est de raconter cette opération avec une certaine drôlerie, ce qui n'est pas très attendu, mais c'est surtout d'expliquer son nouveau rapport à la vie. Parce que de fait, ce qu'il dit, c'est qu'on sait tous qu'on va mourir, mais bon, c'est pas si, enfin lui, il le sait tout le temps et il le pense tout le temps. Donc il essaie de créer un nouveau rapport à la vie avec ça. Donc ce qu'il fait, c'est que quelques mois avant l'opération, donc ça il le raconte après, il va en Arizona et il passe son diplôme de sniper. Comme ça il se dit si l'opération se passe mal, peut-être au moins je pourrais m'éliminer moi-même, tout en se disant c'est complètement absurde, si l'opération se passe mal, je serais incapable de le faire, mais au moins j'aurais passé cette étape. Et il le fait vraiment. Donc il raconte ça avec aussi beaucoup d'humour. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce livre? C'est que tout est vrai, mais bon, le fait que ce soit la troisième personne et que, enfin, lui, il dit qu'il a pris un narrateur extérieur pour essayer de s'éloigner de cette émotion qui aurait pu l'envahir en écrivant ce livre. Mais quand vous le rencontrez, enfin, pour moi, c'était vraiment le narrateur du livre, c'est-à-dire qu'il fait des blagues sans cesse. Puis ça s'invente pas. Il est une opération du cerveau comme ça. Non, ça s'invente pas. C'est très précis, c'est très méticuleux. Et il y a aussi beaucoup de passages philosophiques dans ce livre.
notamment sur Descartes, où il essaie d'expliquer que pour lui, Descartes avait totalement tort et qu'en fait, on n'est qu'un corps. Et que la preuve en est, quand on a cette maladie, personne ne peut rien faire, personne ne sait comment faire. Et, euh, et il faut juste, pour lui en tout cas, il faut attendre que cette maladie progresse. Et à la fin du livre, on est quand même 6 ans après l'opération et la tumeur a de nouveau grandi, gentiment, mais de nouveau grandi. Personne ne lui donne plus aucun pronostic, parce que de fait, le pronostic de départ était quand même de quelques mois, et maintenant je pense que ça fait 11 ans, parce que son livre est sorti en 2016, je pense. Je me souviens plus très bien, mais je pense que c'était le cas. Voilà. Et il va bien, il est en train d'écrire un livre sur cette histoire de formation de sniper en Arizona, dont il est sorti diplômé. Il est grandement diplômé. Voilà, je sais pas ce que je pourrais ajouter, peut-être que je peux lire un petit passage. Ah, c'est une curiosité, ce livre. Je pense qu'il y a peu de livres comme cela, avec une grande maîtrise du langage, de l'humour, et à la fois une réflexion sur la vie et sur la mort, qu'on ne peut pas lui enlever parce qu'il sait quand même de quoi il parle. Et il a cherché, hein, il est allé dans le monde entier pour essayer de trouver d'autres professeurs et voir s'il y avait, enfin, il a fait beaucoup de recherches, voir quelles étaient ses autres options. Et de fait, il n'y a pas d'autres options. Donc c'est aussi un livre sur l'envie de vivre malgré tout et surtout de continuer à écrire, de continuer à prendre la parole et le plus longtemps possible. Alors, je pourrais un petit passage. C'est un passage où il explique que pour lui, un survivant, parce qu'il s'estime survivant après l'opération, un survivant n'est plus tout à fait un vivant. Un survivant n'est plus tout à fait un vivant. Et Nasht, donc son personnage, aussi remarquablement opéré et soigné qu'il ait été, n'est aujourd'hui plus tout à fait un vivant. Non pas simplement parce qu'il continue, et continuera jusqu'au bout, à traîner cette tumeur qui dans son cerveau grandit lentement, qu'importe finalement, elle ou autre chose, mais ce qui le distingue à présent de la masse et de toute sa médiocre et apaisante banalité est la constante omniprésence de l'idée de sa propre mort. Aujourd'hui, et depuis l'étrangeté de son aventure chirurgicale, il ne parvient plus à oublier un seul instant, qu'il va mourir. Le temps est court, les années passent et tu vas mourir, mesure ton but et ne t'égare pas en route, qui que tu sois, tu es unique et une fois parti, tu ne reviendras jamais, ne te perds pas, ne te trompe pas. Tout cela est utile et vrai, tout cela est sans faille et sans tâche. Mais il est cependant un piège subtil. Et ce piège est que pour pouvoir vivre maintenant, autant ce savoir est nécessaire, autant il doit, une fois acquis, pouvoir être refoulé. Souviens-toi que tu vas mourir, décide de penser et d'agir en conséquence, et puis parvenir malgré tout à vivre vraiment et pleinement. Oublie-le. Ou plutôt fais comme si tu l'oubliais. Fais comme si tu avais encore du temps. Comme si tu allais encore voir le printemps prochain, les hirondelles revenir et les arbres s'habiller de fleurs. Comme si. Mais c'est justement l'essentielle douceur de ce comme si qui lui échappe. Et est à présent devenu inatteignable. L'évidence de sa propre mort ne le quitte plus. Il s'endort avec elle, en rêve la nuit, et la retrouve au matin, intacte et ricanante. Comme un télescope pervers, elle a ruiné ses yeux. Ainsi le monde, les êtres et lui-même, malgré toute la tendresse dont il est encore capable, n'offre plus à sa conscience qu'un spectacle légèrement évanescent. Et c'est là où je finis sur son rapport aux animaux, qui n'est pas étranger. Je pense que Marie est bien placée pour le savoir. Ce qu'il développe aussi dans le livre, c'est le fait que son rapport à l'humain étant complètement brouillé à l'annonce de cette nouvelle, il développe une affection et un rapport aux animaux
extrêmement développés, il s'engage beaucoup pour eux et il essaie de développer une pensée qui serait pour lui nouvelle et qui serait de plus s'intéresser aux animaux qu'aux humains, qui lui paraissent foncièrement, en fait, foncièrement mauvais, de toute façon foncièrement liés à un destin tragique, ce qui est en fait aussi le cas pour les animaux, mais ça lui permet de mettre encore une distance entre un vivant et lui. Donc il essaie de réfléchir à ces deux pôles du vivant. Ça c'est un autre aspect du livre qu'il développe beaucoup en parlant de sa propre chienne, mais je ne vais pas Amis les tout animaux. raconter de l'ouvrage. Voilà. Alors le livre suivant, c'est un livre que j'ai choisi qui s'appelle Au pays de la fille électrique. L'auteur s'appelle Marc Graciano, c'est chez Corti, l'édition Corti. C'est le 3e roman de Marc Graciano. Après Liberté dans la montagne, une forêt profonde et bleue. Ce livre-ci, donc de 2016, il est composé d'un prologue, un épilogue et une partie centrale qui est la plus importante, de 84 paragraphes. Ce qui frappe surtout à la lecture de ce livre, je vais vous raconter l'histoire évidemment, il faut bien en passer par là pour vous donner envie, mais c'est surtout la syntaxe de ce livre. Jusqu'à un certain point. Oui, c'est ça. L'art de raconter l'histoire, mais moi j'ai tendance à balancer, à spoiler complètement, parce que je pense que quand on lit un livre, sincèrement, là, peu importe qu'on connaisse la fin, en fait, je crois pas qu'on va chercher un début, un milieu et une fin dans un livre. Et même les gens qui vont chercher ça, il faut qu'ils s'habituent, en connaissant la fin, à se dire, comme disait Deleuze, que c'est par le milieu que ça passe. Et donc, j'aurais tendance, moi, à parler que de la syntaxe et à dire oui, il y a une histoire, mais l'histoire, c'est juste un élément, comment dire, c'est un élément un peu social, quoi. C'est pour pouvoir en parler d'une façon différente. Parce qu'il nous touche affectivement, ce qui est vraiment dans la sensation, et ce qui est vraiment dans l'expérience de lecture et d'écriture, c'est comment sont faites les phrases, avec quels mots, et selon quelle longueur de phrase, et comment ça se... Pour nous peut-être, je pense pour que les pour lecteurs. certains lecteurs, Oui, mais l'histoire est importante. Pour nous, en tant qu'auteur, elle mais ne même, l'est pas déjà au départ. mais même un lecteur qui dirait non, mais eh bien, il faut même, je pense que en fait, je pense que c'est quand même la sensation de la peinture, ça va être la couleur, la matière, etc. Je persiste à penser que la sensation des livres, c'est la façon dont sont écrites les phrases. Après, il y a une histoire. Bon, mais là, il y a une histoire de toute façon. Donc et dans tous les bouquins qu'on a choisis, sauf évidemment Agamben, puisque c'est de la philo, et encore, il y a aussi des histoires. Donc, c'est d'abord la syntaxe qui accroche, parce qu'il y a quelque chose de très particulier. C'est que Graciano, il fait un peu ce qu'on nous dirait de pas faire quand on ferait sa première rédaction au collège. Il fait des longues phrases, c'est-à-dire que le prologue et chaque chapitre est une longue phrase avec une accumulation de et, la conjonction de coordination et il fit ceci et il fit cela. Je vous lire un passage, on peut lire n'importe quel passage, tout le livre est écrit comme ça, ou des puis, enfin, c'est des phrases très longues et des comme qui reviennent. Donc, mais j'aimerais essayer en 2 mots, de comprendre pourquoi il fait ça. Parce que c'est pas juste un cadre formel. Il y a là derrière une vraie expérience à faire en tant que lecteur. L'histoire. Le prologue, c'est plusieurs personnages. C'est raconté par un narrateur qui n'appartient pas vraiment au personnage agissant, qui voit ça de l'extérieur. C'est une bande de 4 ou 5 mecs, une bande hétéroclite de mecs, on ne sait pas ce qu'ils font ensemble. Toujours est-il qu'ils trouvent une jeune femme qui va être le personnage principal du roman, et qui la torture, et qui la viole, et qui, à la fin du prologue, la laisse pour morte. Jusqu'à la subie, elle devrait être morte. Et donc, dans ce prologue, cette accumulation de « et », tout le prologue est une seule phrase. Cette accumulation de « et il fit ceci, il fit cela », vue par les yeux du narrateur, c'est
d'abord caractérisé par une absence totale d'introspection. Il est narrateur, il voit les scènes, il ne décrit que le visible, que l'apparence. Par exemple, pour décrire les personnages et pour leur donner des noms, il regarde comment ils sont fringués et il va appeler tel personnage le footeux parce qu'il a une tenue qui lui fait penser à un supporter de foot. Les choses sont décrites seulement dans leur aspect visible. Et donc, il est extérieur, il nous met très mal à l'aise. Si on en reste au prologue, on est mal. On a des hauts le cœur, c'est très très violent. Ça, c'est le prologue. Et ensuite, dans les 84 paragraphes, c'est un narrateur, donc c'est vraisemblablement le même, bon, et il décrit le parcours d'une jeune femme qui manifestement est la même, puisqu'elle porte les mêmes habits. Il y a une sorte d'ellipse temporelle entre le prologue et la partie centrale du roman, qui porte un titre sur lequel je reviendrai, parce qu'il ne dit pas, enfin, il ne fait pas la jonction directement, mais on la reconnaît parce que ses vêtements sont usés, mais c'est les vêtements qu'on avait vus dans le prologue. Donc il y a une ellipse, et tout ce parcours de 84 paragraphes, c'est le chemin donc de cette jeune femme qui a décidé d'aller vers l'océan et qui marche, et qui se reconstruit en fait. Donc l'accumulation dans le prologue sert à créer une violence, l'accumulation de violence, sans jouissance sadique en fait. Je connais bien, j'ai pas mal retravaillé Sade dans des textes que j'ai écrits sur l'accumulation, où on en retire une jouissance parce qu'il y a une complicité avec l'auditeur. Là, c'est pas ça, c'est une accumulation qui est jusqu'où va aller la violence, mais sans plaisir. Et donc, le chemin inverse, dans cette accumulation, c'est toutes les petites choses qui permettent à ce personnage, donc de la jeune femme, de se reconstruire. Donc, c'est les toutes petites choses. Donc, elle rencontre beaucoup d'animaux, car elle n'a pas encore lu. Voilà. Elle rencontre des animaux, elle rencontre des humains, des hommes, des femmes. Elle rencontre, avant d'arriver à l'océan, elle rencontre des végétations, etc. Et on sent, évidemment, ce que je dis là n'est pas dit tel quel. Marc Graciano est beaucoup plus subtil que moi, il ne dit pas « elle se reconstruit en rencontrant les oiseaux, la bête, le renard ». Il n'y a pas de renard. On est très renard, mais en rencontrant, mais on le sent dans l'accumulation. Chaque geste fait qu'elle se reconstruit, jusqu'à arriver à l'océan. Et le titre de cette partie centrale, c'est « As-tu jamais été ?» entre parenthèses, au pays de la fille électrique. Au pays de la fille électrique, qui est le titre du roman. Et donc, le titre du roman aurait pu être « As-tu jamais été ?» C'est la seule adresse à un tu, donc qui pourrait être le lecteur, et qui donne l'impression de nous dire, à chacun d'entre nous, à chaque lecteur, « As-tu jamais été ?» Et comment faire pour être? Qu'est-ce que c'est qu'être? Et a-t-on jamais été? Au-delà de cette histoire qui est très sérieuse, on ne prend jamais le viol à la légère ni la torture. Comment se relever de cet état d'abattement et comment être de nouveau après s'être rendu compte qu'on était complètement laminé? Comment se poser la question de savoir si on n'a jamais été? Bon, moi j'y vois tout ça, mais c'est l'expérience qu'on fait en le lisant qui fait et ce titre génial en fait. As-tu jamais été? Et donc elle finit, voilà, je vous dis pas la fin, mais en même temps c'est évident quand on lit le roman qu'elle va arriver à l'océan, et c'est un moment de libération absolument sublime. Ça veut pas dire qu'on se relève d'un viol aussi facilement que ça. On prend pas du tout les choses à la légère, mais ça veut dire que dans l'écriture, il traite tous les petits gestes, elle fait beaucoup de gestes, elle mange toujours la même chose, elle se lave toujours, elle a un seul sac poubelle où elle traîne toutes ses affaires, elle se lave tous les jours selon un protocole bien établi, et elle se reconstruit comme ça, et le lecteur, laminé à la fin du prologue, je pense qu'il se reconstruit aussi dans cette expérience de langage. En fait. Bon.
et par le langage. Voilà, c'est peut-être ça qui est... Alors je lis un passage, pas au hasard, mais c'était difficile de choisir. Elle rencontre des oiseaux, un infirmier, l'océan, on va dire l'infirmier. J'ai choisi l'infirmier, mais on aurait pu choisir n'importe quel autre. Et ça, voilà. Donc c'est plutôt, oui, plutôt au milieu. Donc elle est dans elle finit dans un HP parce qu'elle rencontre deux flics assez bienveillants en fait. C'est ça qui est très très beau, des flics comme on en rencontre dans les films de Guy quoi, ou dans les livres de Guy puisque lui aussi a écrit des livres. Des flics qui sont en même temps flics, ou l'autre cinéaste, celui de Flandre là, de Petit Quinquin, qui met en scène des Dumont. Dumont, voilà, qui met en scène des flics, c'est des flics, mais du coup ils ont juste l'habit en fait, et en fait c'est des gens totalement normaux. Il y a un truc qui fait vachement bien, se dire on sort de ce... Voilà. Et donc, elle rencontre des flics, et puis elle finit à l'HP parce qu'ils ont vu qu'elle avait Donc c'est le paragraphe 49. Et c'est le jour où elle part, la veille du jour où elle quitte l'HP, l'hôpital psychiatrique. Elle partirait le lendemain. Elle le savait parce que la docteure le lui avait dit pendant la visite du matin. Et, en fin d'après-midi, elle alla une dernière fois sur le banc dans le parc avec le jeune infirmier. Et le jeune infirmier lui offrit un dernier iced tea. Et il lui donna un peu d'argent d'avance. Il dit que c'était pris sur la caisse de l'hôpital, mais elle n'y croyait plus guère à l'existence de cette caisse. Puis, ils regardèrent silencieusement le parc, comme il l'avait fait chaque fois. Puis, le jeune infirmier se mit à lui parler sans la regarder et il lui dit qu'il ne bénirait jamais assez le jour où elle avait été hospitalisée parce que c'était ainsi qu'il avait pu la rencontrer. Et il lui dit qu'elle était un être rare et beau. Quand je vous dis que c'est l'expérience, ça c'est mon côté trop émotif, on va passer au suivant. Bon, il faut lire le livre pour comprendre pourquoi c'est. Et patati et patata. Et t'as même pas parlé de la dernière partie. Oui, la dernière partie, c'est un... Il voulait pas dire comment ça. Donc ça fait partie du truc que tu comprends. Redis le titre. Redis le titre. Au pays de la jeune, au pays de la fille électrique. Mais c'est vraiment un livre. Tu l'as lu, c'est toi? une expérience de lecture, oui. C'est ça. Alors, cela dit, en librairie, moi, je l'ai vendu en précisant aux gens, vous n'êtes pas obligé de lire le prologue. C'est juste une femme, elle se fait massacrer. Que vous lirez le prologue après. Vous lirez le prologue si vous sentez la force. Mais parce que c'est remuant. en fait, elle est en état de choc et elle reste hyper méthodique quand même. Et elle a cette direction là de l'océan. Rien n'est expliqué, c'est vraiment tous ces gestes, ces successions de gestes. Et elle a gardé une attention au monde, une attention justement à la nature, aux oiseaux, et une cohérence. Et en fait, c'est un livre qui, enfin, il y a le prologue qui est terrifiant, qui est du niveau d'Hubert Selby dans La Geôle. Donc voilà, ça peut effectivement rendre malade en le lisant. Enfin, ouais, on a des hauts de cœur. Quoi. On a la nausée, vraiment. Mais sinon. Mais non, moi je pense qu'il faut le lire. Mais oui, mais pour le vendre en librairie, si on faut veut que les gens reviennent, il faut leur dire de pas le lire. C'est ça, c'est vrai qu'il faut le lire. Ça dépend qui, mais la plupart des lecteurs. Il y a des livres comme ça, il ne faut pas les lire à n'importe quel moment. Ouais, voilà, exactement. Donc il faut vraiment prévenir les gens. Et ça met vraiment mal à l'aise. Mais à partir de là, c'est vraiment au contraire un livre de reconstruction. Il fait du bien en fait. Et donc l'épilogue, c'est le moment où elle se réveille après c'est entre, je vous ai dit qu'il y avait une ellipse temporelle, entre le moment où elle est laissée comme morte, en fait ils hésitent à se dire est-ce qu'on la tue, je dis de toute façon dans l'état où elle est, on peut la laisser comme ça, et donc c'est le moment où elle se réveille et c'est très beau aussi. Bon, désolé pour cette interruption, je ne vais pas reprendre. Donc le thème que vous avez choisi, c'est paradoxalement et très bizarrement riant en fait. Celui-là c'est moins marrant. Moi je l'ai pas lu celui-là encore. On rit jamais. Mais il y a quelque chose qui prend très en profondeur. J'avais pas essayé de le lire à voix haute chez moi, je savais pas que c'était encore aussi... Mais il y a une force inouïe dans c'est terrible.
Bon, on est en famille. Hein, Il y a des gens qui n'ont pas Comment? Voilà. Pour Mais ceux qui il y a des gens qui ne l'ont pas lu ici. Je ne l'ai pas Ouais. lu non plus. Moi, je l'ai pas lu. Mais vous- J'ai ouais, envie non, mais- maintenant. bon, voilà. Non, J'ai dit que c'était mais, l'expérience. je ne l'ai pas lu, mais je pense qu'il y a certaines choses communes avec le dernier livre que j'ai choisi. Puis tu n'as peut-être pas lu. Sans me reprendre. Ah oui, oui. C'est pas facile de continuer. Alors Roland Barthes, pas besoin de présenter. On a pu choisir d'autres livres de lui, parce que je pense que je les ai à peu près tous lus. Par ailleurs, celui-ci, c'est un peu particulier, parce que c'est... En fait, on ne sait pas s'il aurait souhaité que ce livre soit publié. Il a été publié après sa mort, journal de deuil. Et c'était des notes éparses. Il avait même interrompu l'écriture. Donc, il y avait pas de titre. Le titre a été donné par l'éditeur et par de grands connaisseurs de Barthes qui ont participé à l'élaboration de la publication de ce livre. Mais c'était vraiment des notes éparses sur des fiches dans la première période. Sachant que lui-même écrit dans ses notes qu'il n'avait pas de désir de faire un récit et d'écrire de façon littéraire sur le deuil. De fait, comme il avait un rapport à l'écriture très fort, que ce qu'il vivait était extrêmement douloureux pour lui, il l'écrivait, mais il n'avait pas de désir de le faire, du moins il ne savait pas comment le faire. Donc, quand on le lit, on l'oublie très vite, mais on ne sait pas en fait. Il aurait voulu qu'on puisse lire cet ouvrage qui est pourtant, enfin pour moi je trouve, comme vous disiez à propos du précédent livre, c'est-à-dire que c'est quand même un livre extrêmement sombre, mais c'est aussi un livre qui ouvre sur beaucoup de choses. Et c'est un livre qui porte. Moi je l'ai même lu plusieurs fois. Donc il faut savoir que Roland Barthes vivait avec sa mère, que pour lui c'était la personne la plus importante au monde. Que quand elle est tombée malade, il l'a soignée, ce qui a créé un rapport avec elle qui fait que pour lui, c'était devenu sa fille, c'était devenu son enfant. Il s'en occupait totalement, elle n'était plus capable de rien, et il l'a accompagnée jusqu'au bout, il a assisté à sa mort, et juste après, puisque je crois que ça... Il commence le journal vraiment quelques jours après, en 77. Et ça change son regard, son rapport à beaucoup de choses, que ce soit philosophiquement, mais aussi dans sa vie quotidienne. Donc, il réfléchit déjà beaucoup à la souffrance, au chagrin, mais aussi à la répétition, parce que pour lui, en fait, le deuil est impossible, et donc le deuil, c'est dans sa définition psychanalytique, ça n'existe pas, il n'y a pas de travail de deuil. Pour lui, c'est juste un chagrin et une souffrance énorme dont on ne se départit jamais. Et il veut rester très proche de ce chagrin aussi pour rester très proche de sa mère, et il continue à vivre là où ils vivaient ensemble. Et donc ça change son rapport aux autres, c'est-à-dire que bon, il essaie de sortir, il essaie de continuer à écrire, à parler à des gens, mais que tout pour lui est presque insurmontable parce que anodin et sans aucun intérêt, puisqu'elle n'est plus là, et que c'était elle qui en fait donnait un rapport esthétique et joyeux à son existence, juste par sa personnalité, la personnalité qu'elle avait. Et donc lui est perdu dans tout ça, et ça change aussi son rapport à l'écriture, c'est-à-dire qu'il est dans un moment où il se dit que bon, déjà il peut pas faire autrement, il a toujours envie d'écrire, mais il se fiche de savoir si on va le lire. En fait, il n'a plus envie. La seule chose qu'il découvre, c'est la photographie, et il a l'impression que la photographie, c'est peut-être la seule façon d'offrir une sorte de résurrection, qu'il met entre guillemets, une résurrection de l'être perdu. Et il écrit donc ce livre avec des photos, La Chambre claire, qui lui est publié.
Mais à côté, il continue toujours à écrire le journal de deuil. Et donc le journal de deuil, c'est entre 77 et 79. Bon, lui, il meurt en 80. Donc il y a des trous dans ce texte. Alors parfois c'est 2-3 lignes. Parfois ce sont des chapitres un petit peu plus longs. Parfois il évoque des rencontres ou des lectures. Il se réfugie beaucoup dans la lecture. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce livre, et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, et qui fait que finalement ce livre est universel, c'est qu'il explique à quel point le deuil est singulier, à quel point le rapport à l'être perdu est singulier, et que toute cette, enfin surtout aujourd'hui, je pense que il serait très malheureux si vous voyez aujourd'hui tous ces livres sur le deuil, les étapes du deuil, tous ces livres de développement personnel qui essaient de vous expliquer comment vous devez le vivre et qu'il y a plusieurs étapes dans le deuil, etc. Et quand vous, enfin en tout cas moi, quand j'ai essayé de les lire, ça m'est tombé des mains parce que selon la personne qu'on a perdue, selon le rapport qu'on avait avec la personne qu'on a perdue, selon voilà la singularité de cette personne, la singularité du lien qu'on avait fondé et la façon dont cette personne nous aidait à vivre, à avoir la vie d'une certaine manière. Le deuil est impossible, et 2, le chagrin est extrêmement différent selon les personnes. Et donc, il essaie d'expliquer que ce deuil, c'est une interrogation très intime, qui est extrêmement difficile à partager, qui met dans une solitude dont il est très difficile de sortir. Mais bon, alors il explique que parfois il va à un dîner, donc il se force à des mondanités extrêmement pénibles qui lui étaient auparavant tout à fait acceptables et normales, mais totalement insupportables à cause de l'immensité de son chagrin qu'il ne peut pas partager. Et puis il y a toute cette réflexion à un moment sur le fait de s'occuper de quelqu'un qui est malade, de s'en occuper au quotidien, et que parce qu'on il y a aussi cette chose, c'est-à-dire quand on perd quelqu'un, une sorte de, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais souvent les gens vous disent des choses toutes prêtes, donc ça va passer avec le temps, ou alors bon bah de toute façon c'était ta mère, elle était âgée, donc bon c'est normal, et le fait de perdre un enfant serait pire que, ou le fait de perdre son époux. Et ça il le dit assez bien, c'est-à-dire que pour lui en fait il a perdu la personne qui était la plus importante pour lui. Donc peu importe qu'elle ait eu 80 ans, qu'elle ait été malade, et que pour lui c'était tout pour lui, et par ailleurs c'était devenu son enfant. Et donc il a ce sentiment-là, et l'écriture c'est comme un devoir de mémoire, parce ce qu'il explique, c'est que c'était une personne très généreuse, très solaire, et qu'il aimerait être à la hauteur de ça, et qu'il se dit que maintenant qu'elle n'est plus là, il va l'être. En fait, il n'y arrive pas du tout. Au contraire, il plonge dans une dépression profonde. Et en même temps, il y a beaucoup de passages. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fluctuations. C'est là où il y a une répétition, et où on peut penser à Deleuze en lisant ce texte. C'est-à-dire qu'il y a une répétition dans le deuil, alors que ça dure dans le temps, mais le chagrin revient sans s'estomper. Et il s'étonne en fait parce que il y a ce chagrin énorme, et en même temps il survit. Donc parfois il se dit finalement est-ce qu'elle était aussi importante pour moi que ça, parce que je continue ma vie, je survis, j'écris. Donc il essaie de s'interroger et sur ce temps qui ne change rien, et sur ces fluctuations. Et après je sais pas, dans son refus de faire de la littérature avec le deuil, qui est exprimé plusieurs fois, je pense que c'est parce qu'il disait qu'il y avait une singularité, un caractère irréductible. Je pense qu'il disait que ça devait sûrement échapper à tout discours, cette souffrance et ce chagrin. Alors, en fait, non seulement il l'écrit très bien, et quand on ne le lit pas du tout, en fait, c'est un livre assez rassurant quand on le lit, quand on le vit, parce qu'on se sent moins seul. En fait, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça que je voulais dire.
Euh, et c'est un livre aussi qui fait réfléchir sur voilà quand tout a changé autour de vous, c'est-à-dire votre rapport au monde parce que vous avez perdu la personne que vous aimiez le plus, et qui était votre assise dans ce monde. Comment faire pour continuer à travailler, continuer à avoir envie de voir des gens, continuer à écrire, comment créer de nouveaux repères. Enfin, c'est aussi toute une réflexion et il n'apporte pas forcément de réponse, si ce n'est par l'écriture. Mais bon, je sais pas, je peux rajouter d'autres. Enfin, je pense que je le conseillerais à toute personne qui, Et au-delà, hein. Oui, et au-delà. Ouais, parce que Ouais, je bah te- oui, je toi, te tu l'as coupe, lu ouais. aussi. Moi, Oui, enfin, bah, je l'ai lu après, sur au-delà, ton conseil. je À un sais moment pas où si j'en avais besoin, je personne, pense, personne mais en fait n'échappe à non. la situation de deuil. Voilà. Jusqu'à un certain âge. Ah, Et partir d'un aussi, il y a, certain âge. il y a un très beau passage où il cite justement, parce qu'il se réfère à des auteurs qui ont écrit sur le deuil, et donc il parle beaucoup de Proust et du rapport que Ouais. Proust aussi avait à sa mère, et donc il cite une lettre en fait écrite par Proust à l'un de ses amis. Il dit: maintenant, je peux vous dire une chose, vous aurez des douceurs que vous ne pouvez pas croire encore. Quand vous aviez votre mère, vous pensiez beaucoup au jour de maintenant où vous ne l'auriez plus. Maintenant, vous penserez beaucoup au jour d'autrefois où vous l'aviez. Quand vous serez habitué à cette chose affreuse que c'est à jamais rejetée dans l'autrefois, alors vous la sentirez tout doucement revivre, revenir prendre sa place, toute sa place près de vous. En ce moment, ce n'est pas encore possible. Soyez inerte, attendez que la force incompréhensible qui vous a brisé vous relève un peu. Je dis un peu, car vous garderez toujours quelque chose de brisé. Dites-vous cela aussi, car c'est une douceur de savoir qu'on n'aimera jamais moins, qu'on ne se consolera jamais, qu'on se souviendra de plus en plus. Alors, le prochain livre, j'essaie de pas chialer ce coup-ci, c'est Le Brigand de Robert Walser. Walser, il est mort en 56, il est né en 1878. C'est un auteur suisse de langue allemande, je le rappelle pour ceux qui n'auraient plus en tête, qui de son vivant a publié et a eu du succès auprès de Kafka, Musil, des gens aussi importants que ça. Il a publié des romans et des séries de nouvelles, dont l'Institut Beniamenta. Et là, Le Brigand, c'est assez particulier. Enfin, peut-être vous en aurez déjà entendu parler. On est en 1925, et cette année-là, on pensait qu'il avait arrêté d'écrire. On pensait qu'il n'écrivait pas. Il était déjà dans un hôpital psychiatrique. Je souris parce que c'est des choses qui reviennent souvent. Et de 1929, ouais, de 1929 à 1956, la date de sa mort, il est en hôpital psychiatrique. Et il arrête vraiment d'écrire en 1933. Mais le Brigand, en fait, a été découvert après sa mort. Et c'était 24 feuillets écrits en 6 semaines, avec une écriture qui ne dépassait pas 2 mm, ce qu'on appelle les microgrammes. Donc c'était des feuillets illisibles. Et donc ça a mis, je crois, plus de 10 ans avant d'être déchiffré par les éditeurs. Donc déjà ça, et après quand on entre dans le texte, c'est magnifique. Apparemment, moi j'ai pas eu les manuscrits entre les mains, mais avec peu de rature, écrit comme ça, d'une écriture on a l'impression, déjà il les a cachés, on les a retrouvés, on a l'impression qu'il cherche à être le plus petit possible pour qu'on ne le voit pas. Et on va avoir un écho dans ce que ça raconte. C'est ça qui est fascinant. Donc le Brigand, c'est un narrateur qui raconte les méfaits d'un personnage qu'il appelle le Brigand. Méfaits assez dérisoires, c'est juste un enrôleur de filles en fait. Il promet des choses à une fille, puis après une autre, puis après une autre, puis après une autre. Il a une relation avec les femmes un peu... donc c'est un peu du pagisme, c'est-à-dire qu'il se met dans la situation d'un page au pied de sa maîtresse.
c'est Krafft Ebing qui avait décrit ça. C'est une version du masochisme, c'est-à-dire être soumis à ses maîtresses. Donc il renouvelle ça avec une femme, puis une autre. Il y a 4 ou 5 femmes comme ça. Et donc ce brigand, en fait, qui est vraiment contre lequel le narrateur peste, etc., il est reconnaissable. C'est une autobiographie, un passage autobiographique de Robert Walser. Donc, le dispositif est génial. C'est un narrateur qui parle d'un type qu'il nomme le brigand. Et en fait, on reconnaît l'auteur à travers ce trait. Déjà, ça, j'aime beaucoup. Je comprends que Kafka ait aimé Walser. Il y a un processus du même ordre que l'auto-calomnie. En fait, c'est Agamben, dont je vais vous parler après, qui expliquait que Kafka, la lettre K du personnage de Kafka, ça venait du droit romain, ça venait du K de calomnie. Et en fait, on se demande toujours si K est coupable ou innocent. En fait, comme il s'auto-calomnie, en tant que calomniateur, il est coupable. S'il est innocent, plus il est innocent en tant que calomnié, plus il est coupable en tant que calomniateur. Et il y a un ressort comme ça dans Walser, c'est-à-dire qu'il s'acharne contre ce pauvre brigand, il lui trouve tous les défauts de la terre, mais en même temps, c'est très bien que c'est l'auteur, et ça le défend. Il y a un côté aussi Dostoïevski à plein d'égards, et à un moment où il cite cet auteur russe, un truc comme ça, et notamment une scène vers la fin, où le brigand, alors on ne sait pas pourquoi, mais bon, le curé de leur commune, de cette ville, demande aux brigands de venir parler, on appelle ça monter en chair, de parler dans l'église. Et alors le brigand vient, il parle, et il parle de toutes ces histoires avec les nanas, en fait. Il dit, oui, alors j'ai promis telle chose à Edith, mais en fait j'ai pas pu. Et donc c'est délirant, comme certaines scènes de Dostoïevski où il y a un personnage qui arrive et qui tient des propos complètement inappropriés à un endroit hyper sacré, tout ça. Et il se fait, je dis la fin ou pas? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans cette église qui est tout le ressort. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, il a été Walser domestique, et il raconte dans tous les textes que j'ai lus de lui son désir de servir. Et donc, ce fait d'être au pied de sa maîtresse, mais c'est d'être. À un moment, il raconte dans celui-ci qu'il voit passer un petit garçon et qu'il a une pulsion comme ça, il va vers le petit garçon et il veut servir le petit garçon. Et à un moment, il va chez un médecin, qui n'est pas du tout psy par ailleurs, et comme il n'y a pas de psy dans cette ville, il va chez le médecin et il commence à tout lui déballer en disant je pense que je suis une femme, mais en fait je suis pas vraiment une femme, mais j'ai juste le désir de servir, je suis une domestique, etc. Et il y a ce côté, dans la façon dont c'est écrit, d'un désir d'être tout petit, le plus petit possible, d'inapparaître, comme c'est pas dans ce texte-là, mais comme on dit ailleurs, de disparaître dans l'écriture. Et quand il témoignait de son propre métier d'écrivain, Walser, il disait que lui, il voulait être domestique et qu'on parle pas, et qu'on arrête de parler de lui, et qu'il voulait être complètement. Et en fait, on voit ça dans son écriture, ce souhait de disparaître et de se soumettre. Mais ce qui est très fort, en fait, dans cette disparition, c'est que on y ressent en fait une sorte de renversement de l'ordre établi. C'est-à-dire qu'en faisant une surenchère de la domesticité, c'est-à-dire des dominés, des soumis, et c'est un peu en fait comme ça que Deleuze, encore pour parler de lui, entend le complexe masochiste et l'écriture de Masoch en tout cas, moins que c'est en faisant une surenchère de la soumission, on n'est pas en train de se soumettre à la domination, mais en train de, enfin moi j'entends ça quand je dis ça, de renverser la domination dans ce geste-là. Bon, peut-être je vais lire un extrait, lequel. Bon, pas les. Oui, l'église, pourquoi pas. Alors il y a toute une mise en abîme aussi, parce que pendant qu'il fait ce récit, il y a l'idée d'écrire un roman à partir de toute cette histoire. Donc ça, les mises en abîme, ça me plaît toujours beaucoup. Ça apparaît dans pas mal de choses que j'ai pu faire.
qu'est-ce que je peux lire n'importe quel passage parce que tout est absolument prodigieux. Mais un bien. Ah oui. Mais alors, ce qui est excellent dans la façon dont Balzac agence les textes, c'est que c'est pas découpé en paragraphes avec bon là j'ai exposé telle idée, maintenant je saute une ligne, je passe à une autre idée. Souvent ça s'enchaîne et on se dit alors il faut être très alors soit il faut se laisser emporter par le texte et le relire une deuxième, une troisième fois, soit il faut être très attentif parce que il a basculé d'un seul coup, ça a l'air en fait c'est hyper bien agencé, ça a l'air de passer d'une idée à l'autre. Je pourrais juste lire mais que lui avait donc dit un jour, c'était en hiver, et dehors il neigeait une femme. Ouvrez les guillemets. N'êtes-vous pas à la fin presque trop gentil avec tous ces gens qui profitent des choses simples qui habitent en vous pour en jouer sans trop de scrupules peut-être, et vous ne vous dites jamais que vous pourriez avoir mieux à faire que de sombrer dans les eaux de la gentillesse. Apparemment vous aimez cela, vous baignez dans le bain de la politesse, mais ce plaisir ne pourrait-il pas à la fin vous briser en 1000 morceaux? Avec moi aussi, vous avez tout de suite fait étalage d'amabilité. Et cependant, on se dit que vous n'avez peut-être pas la force d'âme nécessaire pour résister à la tentation de caresser, pour ainsi dire, les gens. Comme si vous les teniez tous, moi y compris, pour une espèce de petits chats qui n'attendent que cela qu'on les touche avec précaution, qu'on leur flatte doucement le poil. Vous venez comme cela vers moi, qui vous suis tout à fait étrangère, en fait. Et vous me donnez la main, non pas précisément comme à un camarade, mais plutôt comme un fils attentionné à sa mère ou presque, et vous faites la même chose avec d'autres. Quant aux enfants de jolies mères élégamment vêtues, qui ont les yeux bleus, bien qu'elles soient françaises, vous êtes à leur service comme le serait un domestique. N'est-ce pas là vous perdre, vous gaspiller? On dirait que vous n'avez plus rien qui vous revienne. Arrive-t-il qu'un de ces enfants qui, du point de vue social, n'ont aucune importance finalement, laisse tomber quelque chose par terre? Vous voilà, abandonnant précipitamment votre place, et la conversation dans laquelle vous étiez plongé, peu importe avec qui, pour ramasser l'objet d'un geste dont la promptitude nous sidère. Nous qui en sommes témoins, on se dit qu'il est tout à fait impossible, quand on vous voit à travers la lunette d'un comportement semblable, de porter sur vous un jugement sûr. Personne ne sait qui vous êtes au fond, etc. etc. Ça c'est un discours rapporté, mais juste pour finir, les premières phrases de ce roman, qui n'avait pas de titre, en fait le titre a été donné a posteriori, pour vous montrer comment il commence. Et c'est une leçon géniale de se dire qu'on n'a pas besoin d'introduire en fait. Édith l'aime. Nous y reviendrons, peut-être. S'agissant d'un bon à rien qui n'a pas un sou, n'aurait-elle jamais dû ouvrir de relation avec lui? N'aurait-elle jamais dû ouvrir de relation avec lui? Il semble qu'elle lui envoie des délégués, ou comment dire, des chargés de mission. Il a des amis, comme ça, un peu partout, mais il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et encore moins avec la fameuse histoire des 100 francs. Jadis, il lui est arrivé par pure générosité, par philanthropie, de laisser en d'autres mains 100 000 marques. Quand on rit de lui, il rit aussi. Rien que ce trait pourrait déjà paraître inquiétant chez lui. Il n'a même pas un ami. Depuis le temps qu'il est ici parmi nous, il n'a pu réussir, et il en est très content, à obtenir du monde masculin une quelconque marque d'estime, etc., etc. C'est-à-dire que ça va très très vite, et si on se laisse emporter, c'est prodigieux. Après, on a envie de... Voilà. Troisième conseil. Ça, c'était un choix en commun. Oui, un choix en On commun. finit par celui-là. Oui, vas-y. C'est bien. Non. Bah, pour Molloy... D'abord, commence. c'était Beckett, mais on a eu beaucoup de mal à choisir. Ouais, quoi choisir dans l'œuvre littéraire plutôt de Beckett. Enfin, Ouais, mais ça moins aurait pu être le aussi théâtre. des Enfin, moi, je suis textes, moins... les autres échos. Bah, j'aime beaucoup le théâtre et j'en écris par ailleurs, mais... Donc on a fini par choisir celui-ci, qui est le premier roman qu'il a écrit en français directement. Puisque pour les autres livres, il écrivait dans sa langue et après il traduisait lui-même. Donc là, il a écrit en français directement pour la première fois. C'est quand même très, très impressionnant. Et c'est aussi le premier de ce qu'on appelle la trilogie. Donc le premier Molloy, le second Malone Mar et le troisième L'Innommable. Le but de cette trilogie, pour lui, c'est d'aller vers une littérature de l'abstraction, vers une littérature du manque,
et où donc, encore dans celui-ci, les personnages sont assez présents, peuvent se mouvoir, même si à partir d'un certain moment, ils commencent à boiter, à tomber dans des fossés, etc. Mais à partir de Malone meurt, le personnage est d'emblée couché et alité pour tout le roman, et dans l'Innommable, les personnages disparaissent au profit de la langue seule. La langue étant là aussi pour dire un manque qui est en fait notre rapport au monde, puisque selon Beckett, de toute façon, les hommes ont créé aussi le langage pour mettre beaucoup d'illusions sur le monde, et lui, son vœu, c'est de dépouiller le langage le plus possible, donc avec beaucoup de répétitions, avec des méthodes aussi qui fonctionnent en cercle. C'est déjà là dans Molloy. C'est un livre en 2 parties. Le début du livre pourrait être la fin du livre. Donc là, on peut pas spoiler quoi que ce soit. Ouais. La première page de la première partie, on peut même se demander si ce n'est pas la dernière page de la première partie. Ça fonctionne vraiment comme Je pense qu'on peut spoiler comme Molloy. comme un cercle. Les 2 parties sont extrêmement symétriques. Bon, la première, c'est un seul paragraphe. C'est pas le cas de la seconde, mais c'est à chaque fois un personnage principal. Donc Molloy dans la première partie, Morant dans la seconde. Morant devenant presque Molloy. Donc on pourrait presque se demander si c'est Et à la relecture, en fait, on on en avait parlé. Et parfois les livres laissent des souvenirs, l'histoire d'un livre. On se disait Malone meurt, alors Molloy. Attends, Molloy c'est celui où en fait Morant devient Molloy. Et quand on l'a relu, on s'est dit ah mais non, en fait c'est pas aussi clair. On a l'impression qu'il lui ressemble, mais ce n'est absolument pas dit que Morant est Molloy. Et donc en fait c'est assez amusant comment quand on raconte un livre qu'on a lu, on y introduit plein d'erreurs quoi. Enfin, aussi parce qu'on a l'impression, mais c'est pas. Tout est le doute, c'est-à-dire qu'il y a des phrases où il dit il faisait nuit, il pleuvait, il ne faisait pas nuit, il ne pleuvait pas. Et voilà, à partir de là. Donc au bout d'un moment, moi j'étais persuadée que Molloy tuait quelqu'un, Morant tue quelqu'un qui lui ressemble. Donc Eh oui. oui. Il y a quand même, au bout d'un moment, une confusion parce qu'en fait, les personnages et leur caractère disparaissent. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous raconte l'histoire d'un bouquin de Beckett parce que il faut le relire soi-même pour se faire son propre avis. C'est une expérience de on langage c'est ça. Vraiment incroyable, et qu'il était encore plus au moment où le livre a été publié, où il a été lu pour la première fois. Il faut savoir que personne ne voulait publier Samuel Beckett au départ, et qu'heureusement sa femme a été très acharnée et a continué à envoyer ses manuscrits. Lui-même, il n'a pas l'air d'y tenir non plus grandement, mais c'était vraiment une curiosité. Et on peut aussi se demander aujourd'hui si quelqu'un envoyait un manuscrit de Beckett, enfin, sûrement des grandes maisons d'édition ne le publieraient pas parce que ils se diraient il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Enfin non, mais c'est vrai. C'est quand même une littérature de l'exigence, une littérature du doute et une littérature du manque qui est vraiment exceptionnelle, une littérature de la répétition. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et c'est le néant auquel aspirent ces personnages aussi qui influence tout le langage du livre. Pas toi ce que moi j'aime bien l'idée qu'on suive un personnage qui est 2 personnages, puis à un moment on se demande si un personnage n'est pas un autre personnage. Ça me plaît bien. C'est peut-être un truc que je vais réutiliser, que j'ai déjà un petit peu manipulé dans des textes de théâtre, que j'aimerais bien. Et aussi en fait, j'oublie complètement, mais c'est un peu le cas dans Dancing. À un moment, il y a un personnage. C'est pas un truc qui saute aux yeux, mais à un moment, il y a un personnage qui est clochard sur le bord de la route. Et à la fin, en fait, le narrateur lui-même est devenu ce clochard, et c'est le même qu'on a vu. C'est un truc. Oui, voilà. J'ai spoilé mon propre. Mais c'est loin d'être l'intrigue principale, s'il y en a une. Mais j'aime bien ce processus-là, et je vais le réutiliser, je pense,
dans le roman que je suis en train Tu spoil même d'écrire. tes futurs romans. Je quoi. pro- C'est vraiment- Mais surtout, Là, c'est l'art du spoil. je vais changer d'avis 5-6 fois, mais c'est pas grave. En fait, il y a vraiment à l'œuvre dans l'écriture de Molloy, pour prendre une chose simple, vraiment une incertitude sur ce qui est dit, parce que je suis dans la chambre de ma mère, c'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Donc il y a toujours des je ne sais pas. Dans une ambulance, peut-être, je ne sais pas, etc., vraisemblablement. Et donc il y a une incertitude sur ce qui nous est raconté permanente. C'est un principe d'incertitude. Ce qui est très marrant, quand on attaque la deuxième partie, celle de Morand, c'est que lui, c'est l'ennemi de l'incertitude. Il doit retrouver Molloy de voilà. la première partie. Il doit retrouver Molloy, mais alors, c'est l'ennemi de l'incertitude, mais c'est très très marrant de voir comment, petit à petit, comme il fait une enquête sur Molloy, évidemment, il est gagné par l'incertitude. Il ne sait même Et plus pourquoi il Dans, le cherche. dans sa rigueur, oui, il sait même plus ce qu'il est censé faire. Une fois qu'il l'a trouvé, il le trouve. Peut-être, peut-être pas. Et là, vraiment, c'est pas une question de spoiler ou pas, c'est que c'est vraiment ouvert. Bon, j'imagine que vous êtes nombreux déjà à connaître Beckett, mais en tout cas, c'est vrai que c'est aussi un témoignage de notre part de choses qui sont hyper importantes pour nous. Moi, moins que ce que tu disais, la destruction, j'y vois un truc dont je reparlerai Moi, peut-être dans avec celui-là, Ben. mais dans l'Innommable, enfin, Bah, vers voilà. quoi il- C'est plutôt l'impossibilité de nommer qui est très présente et qui est dans le titre de l'Innommable et qui est très présente dans Molloy. L'impossibilité de dire, de nommer, et aussi de dire quoi, de dire la vie, de dire ce que c'est qu'exister. C'est là où il commence à se faire un lien avec les autres bouquins qu'on a choisis, parce qu'à un moment, ah oui, c'est page 57, c'est bien, je l'ai noté, parce que sinon pour retrouver, il dit un truc qui est très significatif. Je lisais, mais au fond, je devrais avoir de l'attachement pour ces couillons. Je me suis dit, ça doit pas être ça que j'avais envie de leur dire. Ma vie, tantôt j'en parle comme d'une chose finie, tantôt comme d'une plaisanterie qui dure encore. Ma vie. Tantôt j'en parle comme d'une chose finie, tantôt comme d'une plaisanterie qui dure encore. Il dit ça. Et après il dit, et j'ai tort, car elle est finie et elle dure à la fois. Mais par quel temps du verbe exprimer cela? Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est inventer le langage, inventer un verbe, inventer des mots, inventer une syntaxe pour dire cette alliance d'une chose qui est finie et qui dure encore. Et dire l'impossible, en fait, et ça me fait penser aussi, relativement à Barthes, en fait, dire l'impossibilité de dire. Et avec Beckett dans tous ses textes, en fait, on est vachement là-dedans. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Ah merde, c'est moi qui continue, pardon. Ah merde. Bon. Donc, maintenant, j'aimerais vous parler de Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien, extrêmement important pour moi. Je le lis depuis peu, 5 ou 6 ans. Mais bon. Mais beaucoup. J'ai lu quelques-uns des ouvrages d'une série de livres qui s'appelle Homo Sacer, donc surtout l'usage des corps, de la très haute pauvreté et le pouvoir souverain, qui est le premier volume d'Homo Sacer, qui a fini récemment et qui était réuni en un seul volume. J'ai écrit une pièce, je suis en train de la finir pour Jean-Charles Dumay, entre autres, qui est avec nous. Et j'ai appris quand je finissais la pièce que Agamben allait écrire un livre sur Polychinelle. Polychinelle, donc personnage de la Commedia dell'arte. Et donc là, c'est vraiment, enfin c'est le truc. Moi, j'écrivais du théâtre sur Agamben. Et donc j'avais l'intuition que chez Agamben, il y avait quelque chose de très. Enfin, j'avais envie de faire quelque chose parce que j'avais l'intuition que chez Agamben, il y avait quelque chose de très fort avec le théâtre. Et du coup, j'ai attendu impatiemment que sorte Polychinelle. Heureusement, je l'ai eu en avant-première grâce à une amie, un peu avant que ça sorte. Et
Et en effet, il fait un lien entre la philosophie et la comédie. Alors, il faut savoir que c'est une œuvre philosophique, Agamben, donc c'est quelqu'un qui poursuit le travail à la fois de Foucault et d'Heidegger. Donc, il parle de la biopolitique, mais en fait, à la lecture, il y a quelque chose de ambivalent, qui est que c'est extrêmement sombre comme portrait du monde là où il est arrivé aujourd'hui, extrêmement sombre, et en même temps, on sent qu'on n'en reste pas à ce désespoir-là. Mais jamais Agamben, avant Polichinelle, n'avait nommé cette force qui fait qu'on dépasse ce monde finissant. Et c'est grâce à la figure de Polichinelle qu'on trouve ça. Parce que c'est quand même un type qui a écrit quelque chose qui s'appelle, pour vous donner un peu la noirceur du dessin qu'il fait de notre société, un livre qui s'appelle « Ce qui reste d'Auschwitz ». Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vivrait encore aujourd'hui, non seulement dans une biopolitique, mais dans une thanato, c'est-à-dire une thanatopolitique, une politique de la mort, dont la multiplication des camps qui existent aujourd'hui ne serait que la continuation d'une expérimentation qui a été faite par les nazis dans les camps de la mort. Donc c'est pas très gai au départ. Et ce constat reste le même. Mais Agamben dit quelque chose d'extrêmement touchant dans les premières lignes du texte. En substance, il dit oui, on m'a... c'est quoi le mot qu'il emploie? Bon, en fait, c'est peut-être les derniers bouquins que je vais écrire, et je voulais pas en rester à une allure comme ça. Ça fait du bien, moi qui ai jamais vraiment réussi à lire trop longtemps à Heidegger, parce que je trouvais ça épouvantable de noirceur sur le discours sur l'existence. Je sentais que chez Agamben, j'étais en meilleure compagnie, et ça fait du bien de se dire que oui, il peut finir une œuvre, c'est peut-être pas son tout dernier livre, mais en tout cas ça fait partie de ses derniers livres, parce que c'est un vieux monsieur, sur Polichinelle. Donc Polichinelle, c'est un personnage de la Commedia dell'arte qui mange des gnocchis, qui chie, qui pisse, et qui meurt, et puis après dans la scène suivante, il vit encore, donc c'est assez prodigieux. Et en fait, donc ce livre est un livre sur les représentations du fils Tiepolo, qui s'appelle Domenico, Gian Domenico. En fait, en 1797, Venise est prise par Bonaparte, et Tiepolo se retranche dans une villa et peint toute une série de Polichinelle. Et Agamben y voit en fait le signe que dans les pires temps, en fait, votre ville est aux mains de Bonaparte, et donc c'est la fin d'un cycle. Eh bien, la figure de Polichinelle, pour faire un raccourci, il y voit la figure de la récapitulation. C'est-à-dire qu'on ne sombre pas dans le désespoir, mais on récapitule, et c'est pas vraiment un nouvel espoir, les lendemains qui chantent, etc. C'est dans la récapitulation même qu'il y a un pas de côté. Et ça, c'est ce que, pour parler vite, je retiendrai. Il y a un pas de côté qui fait que cette fin n'est pas sous le signe de la tragédie. Et alors, moi, ce qui me fascine aussi, c'est que ce personnage de Polichinelle, donc, soit vous avez déjà lu Agamben, vous lisez ça, et vous y retrouvez plein de thèmes, et c'est hyper fort, soit vous n'en avez pas encore lu, vous commencez par ça, et après, quand vous en lirez d'autres, c'est une bonne porte d'entrée, ou c'est un endroit de circulation. Et il y a un grand thème chez Agamben, c'est une certaine impossibilité à dire, qui est la vocation même de la littérature. À dire quoi? À dire le fait qu'il y ait du langage même. Et pour Agamben, Polichinelle est cette figure-là. L'impossibilité de dire le fait qu'il y ait du langage même. Donc, évidemment, c'est immédiatement lié avec des choses comme Beckett, mais plein d'autres. Et donc c'est un personnage philosophique, malgré les apparences. Et devant la fin, il n'est pas dans le désespoir, pas dans la mélancolie,
Mais il fait une récapitulation comique, on dirait un peu Roland Magdad. C'est vrai qu'il lui pépette depuis le début. J'ai pensé à ça, un truc complètement con, mais tellement peut-être une association d'idées. Et en fait, on se rend compte que Polichinelle, alors pour ceux qui connaissent déjà Agamben, j'embête beaucoup Jean-Charles avec Agamben, ça lui dit quelque chose, il en a lu plein. Et il y a l'idée d'une puissance destituante à l'œuvre dans la méthode même, la méthode philosophique de Agamben, c'est destituer. C'est par un désœuvrement des œuvres, désœuvrement, c'est rendre inactif, désactiver. Et on voit que cette puissance destituante, il la retrouve dans cette figure du masque milanais, je dis bien milanais. Oui, Napolitain, c'est ce que je voulais dire. Pardon. Et voilà, donc cette puissance destituante à l'œuvre. Alors, ce qui est très bien fait dans ce petit livre aux éditions Macula, donc c'est une relativement petite maison d'édition, c'est qu'il y a les illustrations avec. Donc, c'est très agréable, parce qu'en plus de lire ce texte très percutant d'Agamben, est assez facile à lire. Il est illustré en plus, mais des belles illustrations ah oui, un élément très singulier, c'est que Agamben a parsemé cet ouvrage avec des parties de théorie et des dialogues en dialecte napolitain. C'est-à-dire que Polichinelle parle en napolitain. Évidemment, c'est traduit en français. Il y a la réponse, alors tantôt de Tiepolo lui-même, tantôt de Leibniz. Enfin, Polichinelle peut parler avec tout le monde. Et c'est extrêmement fort. Voilà. Alors le dernier, donc c'est Unica Zurn, Sombre Printemps, avec un dessin de l'auteur en couverture. En fait, je l'ai choisi, je ne l'avais pas lu depuis 10 ans. Quand je l'ai relu, je me suis dit, mince, pourquoi j'ai choisi ce livre? Je me suis dit que la commande était déjà passée, alors que j'allais quand même le faire. Et non pas que j'ai un rejet de ce livre, mais je l'ai beaucoup moins aimé, enfin, je ne sais pas. Bon, moi, avant de lire ce livre-là, je ne la connaissais pas. Et je vais juste raconter la petite histoire. C'est que quand j'ai sorti mon premier roman, Rideau de verre, j'en ai fait une lecture à Toulouse avec un comédien. Et le comédien, à notre premier rendez-vous, arrive et me dit qu'il a compris que en fait, j'avais écrit mon livre en hommage à Unica Zurn, que je ne connaissais absolument pas et que je n'avais jamais lu. Donc, de fait, je me suis précipitée pour aller acheter ce livre et essayer de comprendre pourquoi on pensait que mon livre était un hommage à ce qu'elle avait pu écrire. J'ai lu d'autres livres d'elle aussi, comme L'homme jasmin. Ce qu'il y a de commun en fait, entre la narratrice de son livre et la narratrice de mon livre, c'est que les deux en fait, dans son livre, ça se voit pas vraiment, parce que c'est elle qui est vraiment un hôpital psychiatrique, alors que mon personnage il est vraiment. Dans son livre, c'est une enfant. Dans mon livre, c'est tour à tour une enfant, mais tour à tour, elle est devenue adulte. Alors, il n'y a pas de chronologie, donc on passe de l'un à l'autre. Ça reste une femme. En dehors de ça, l'histoire n'est pas la même. N'est pas la même. Ce qui est extrêmement troublant, c'est que quand j'ai ouvert ce livre et que j'ai lu la première phrase, je me suis dit, mais j'ai écrit ça moi aussi. Et donc, je suis allée vérifier dans mon propre livre si c'était exactement la même phrase ou non. Et il y a effectivement des phrases. Donc, ne le trouvant pas dans mon livre, je me suis dit, bon, je vais sur le fichier, donc j'ai tapé sa phrase et non, la phrase n'y est pas, mais de fait, elle aurait pu y être. Et il y a plusieurs passages comme cela, donc c'est assez troublant, c'est assez étrange. Il y a notamment un passage très ressemblant où, alors elle c'est différent, c'est que c'est sa narratrice, donc qui est une enfant qui va
se jeter par la fenêtre, ce que fera Monica Zurn réellement un an après la parution de ce livre. Et avant de se jeter par la fenêtre, l'enfant se demande ce que ça va donner, parce qu'en fait, c'est pas très haut. Je crois que c'est au premier ou au deuxième étage. Et dans mon livre, la narratrice imagine ça, mais d'une maison de poupée. Donc, pensant toujours qu'elle ne va pas vraiment se blesser, mais par moments, les phrases sont extrêmement semblables. Donc, c'est assez perturbant comme expérience de lecture. Donc, pour la situer un petit peu, elle est née en Allemagne. Son père est très absent, mais elle le vénère. Sa mère est un personnage assez monstrueux. Et son frère la viole, ce qui lui laisse une expérience assez traumatisante, mais elle continue sa vie, elle se marie, elle a des enfants. Et au moment de son divorce, elle perd la garde de ses enfants. Et c'est là où elle commence à perdre un peu pied. Et elle arrive à Paris. Et là, elle rencontre Hans Bellmer, dont elle devient la compagne. Et ils ont tous les deux l'impression de s'être trouvés. Et lui qui prenait en photo, dessinait des poupées, reconnaît la fameuse poupée. Et c'est vrai que c'est assez troublant physiquement quand on voit les photos de Monica Zurn et certaines représentations des poupées. Il y a vraiment quelque chose dans la représentation qu'il se faisait de la poupée et Monica. Donc lui, donc ils vivent ensemble et elle commence à écrire, à dessiner, à se rapprocher des surréalistes, à faire des expositions. Tout cela est entremêlé de passages en hôpital psychiatrique puisqu'elle a des crises schizophréniques et de grandes dépressions. Et l'année avant de se jeter par la fenêtre, elle écrit Sombre printemps, qui est une sorte de plongée dans son enfance, mais écrit à la troisième personne, où l'enfant cherche l'amour absolument et l'idéalise à un moment à la piscine, en voyant un maître nageur, et elle se fait toute une histoire en pensant que c'est l'homme de sa vie, mais qu'en même temps il ne faut pas qu'elle l'approche, sinon ça va tout gâcher, parce que le rapprochement crée toujours un gâchis. Donc là, elle parle quand même de ce qui se passe, de ce qui s'est passé avec son frère. Et donc, elle se lance dans cette aventure perdue, jusqu'à se suicider en fait par amour, mais aussi pour tout un tas d'autres raisons. C'est un livre assez court. Souvent, la première phrase est reprise en titre de chapitre. C'est aussi une expérience de lecture parce que c'est quand même assez rude. Alors, ça n'a pas l'air aussi rude que le prologue Graciano. de Graciano, mais quand même, qu'est-ce que je pourrais dire? Elle a aussi, il y a aussi tout un passage assez ambigu. En fait, ce qu'elle essaie d'expliquer, c'est que l'écriture lui permet de s'absenter de son corps. Et en même temps, l'objet de son écriture, c'est le désir sexuel obsédant et à la fois irritant. Et le fait de s'absenter de son corps et en même temps d'être du coup totalement... de se laisser faire, par exemple, dans des jeux d'enfants plus tard, d'être totalement inerte et d'en avoir une petite jouissance. Enfin, il y a quelque chose de très ambigu dans ce livre, et dans une sexualité infantile assez perverse où elle-même peut se blesser, où il y a une scène notamment avec un chien à la cave. Bon, je vais pas vous raconter, mais vous pouvez imaginer. Il y a tous ces moments où elle se ressent, voilà, comme une marionnette. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire absente et en même dépendante des autres et voulant prendre le pouvoir mais n'y arrivant pas, sauf à essayer d'écrire ou à essayer de dessiner. Et je pense que ça a marché un temps pour elle. Voilà, j'aurais voulu retrouver
lire en fait en écho les passages sur Absente de son La corps, maison de c'est poupée. aussi dans Graciano. La, je sais la pas fille si- victime est décrite par le narrateur comme s'étant absentée de son corps. Et on a un peu l'impression qu'elle reprend. On va essayer de lire les deux parce que c'est quand même assez. Ouais. Enfin, c'est peut-être frappant que pour moi. Ah non, je te dis la même chose. Je retrouve Bah, merci facilement. beaucoup. Ouais. Merci à vous, vous avez été des libraires d'un soir absolument formidables. Oh, Juste avant de conclure, je voulais dire quelques mots sur vos deux derniers livres. Donc, celui de Claire, paru après Rideau de verre chez Vertical, donc Histoire naturelle de l'oubli. On en avait parlé ici même en 2015. Moi, c'est un roman vraiment que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est un roman à deux voix construit, moi, je pense que beaucoup d'entre vous ici connaissent ces deux livres. Donc c'est un roman à deux voix construit autour de deux personnages, un qui s'appelle Odradek et Suzanne. Je vais quand même raconter l'histoire sans spoiler. Odradek, mais il est soigneur dans la ménagerie d'un jardin animalier. On a parlé d'animaux à plusieurs reprises. Et il est ressorti du coma après une expérience de mort imminente. Et donc il est amnésique, il se souvient plus, il est en pleine confusion, voilà, il est coupé, il reconnaît plus sa vie antérieure. Et il a repris un mi-temps thérapeutique dans la ménagerie après cette expérience. Et en fait, on voit qu'il aime tellement les animaux qu'il glisse peu à peu vers l'animalité. Et notamment, il devient très proche et il entre dans la cage d'animaux qui sont des renards corsaques, qui sont des petits renards avec une fourrure épaisse, très sociables. Voilà. Et donc à côté de Rodradek, il y a un deuxième personnage qui est Suzanne, qui elle aussi a un problème d'amnésie, de confusion. En tout cas, elle travaille, enfin leur trajectoire a priori n'était pas forcément faite pour se croiser. Elle travaille comme bibliothécaire à proximité de la ménagerie et elle a perdu son mari Léonard dans un accident de voiture qui est dans des circonstances un peu particulières, qui ressemble pas mal à un suicide. Et elle a vraiment très peur de la vie. Elle est terrifiée par la vie, elle est terrifiée par les microbes. Voilà, donc elle s'est réfugiée dans une espèce de repli du monde, en particulier depuis la disparition de son mari. Voilà, donc ces deux personnages très étranges, amnésiques, obsessionnels, qui sont deux trajectoires solitaires, complètement insolites. Alors ce qui est extraordinaire quand on lit le livre, c'est qu'on se pose absolument pas la question de la crédibilité de cette histoire, de ces personnages incompréhensibles, qui finalement, comme ils sont amnésiques, comme leur vie, à la fois ils vivent totalement dans le présent, ce qu'ils ont été avant n'a plus aucun sens. Donc ils sont obligés de se réinventer, de devenir quelque chose d'autre. Et voilà, c'est ça que ce livre réussit à raconter d'une manière à la fois très simple et en même temps assez fascinante et très vertigineuse. Merci. Et puis donc je voulais parler aussi du roman de Ismaël, donc Dancing with Myself, donc qui est paru en 2014 aux éditions Verticales, qui est un roman qui parle de sexe, et qui parle d'un homme qui est un voyeur obsessionnel. Alors il y a deux parties dans le roman. Il y a une première partie qui s'appelle Écueil. Donc on voit cet homme qui est le narrateur, qui est un enfant et qui grandit dans des circonstances. C'est extraordinaire cette partie. Ce jeune homme grandit dans une discothèque qui s'appelle le Cowboy Club, qui est dans un milieu rural en plein bocage. Et attenante à la maison, donc il y a la boîte de nuit. En fait, la boîte de nuit a beaucoup de succès, donc elle arrête pas de grandir, elle gagne, elle grignote de l'espace, elle gagne du terrain sur la maison. Et puis il y a aussi attenante à la maison un endroit où on traite les vaches. Et au début du livre, le narrateur au petit déjeuner avec sa famille et attend quelqu'un qui va arriver
Gigi Bella, c'est ça. Et arrive Gigi Bella qui s'attend lui à quelque chose, une créature ne connaît pas la nature et en fait il est assez déçu parce que c'est une femme. Elle a la peau orangée, les cheveux un peu blonds, mais elle est surtout stripteaseuse de son état. Et lui, en fait, il s'accroche sur ce mot dont il comprend pas la signification. Et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que il va essayer de chercher ce que veut dire ce mot stripteaseuse, et puis s'accrocher à ce qui va finalement être l'aimant de toute sa vie, c'est comprendre ce qu'il y a entre les jambes des femmes, voilà. Et ça va devenir en fait l'obsession constante de sa vie. Ce qui est génial à la fois dans cette première partie du livre et dans tout le livre, c'est que le livre, la façon dont il est raconté, dont il est écrit, suit l'obsession de cet enfant et puis plus tard de cet homme, et la façon dont au début il applique ses raisonnements d'enfant, son vocabulaire, à essayer de comprendre ce que ça veut dire stripteaseuse, ce que c'est ce qu'est le sexe des femmes, il sait pas du tout ce que c'est. Au début, il met absolument pas de mots dessus. Et puis donc plus tard, il est donc dans la deuxième partie qui s'appelle Styx, il est à Paris, et là il est devenu une sorte de voyeur obsessionnel, donc il collectionne les images, les souvenirs, toutes les dimensions en fait de cette chose, chose secrète. Au début il en collectionne les images, après il en collectionne les expériences, et c'est l'expérience, la cartographie de toutes les images, de toutes les débauches pour quelque chose qui est l'unique aimant de sa vie et qui en fait ne va pas suffire. Et je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai pas envie de vous raconter non plus. C'est un livre extraordinaire par la façon dont il arrive à raconter ça. Et le langage colle absolument à l'obsession intérieure de ce personnage et à tous les personnages, à toutes les étapes de sa vie. Voilà, donc je vous encourage, si vous les avez pas encore lus, à les lire, et sinon à les offrir autour de vous, et bien sûr, lire et offrir aussi tous ceux dont on a entendu parler ce soir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. On a vu qu'il y avait une thématique qu'on avait découverte et qu'on la dirait à la fin. Bah, c'est la fin. C'était la fin. La fin Ouais. Laquelle On s'est rendu compte que c'était très présent, sauf peut-être dans un. Mais voilà. Merci. Merci beaucoup.